Avez-vous déjà imaginé vivre des décennies en croyant être en guerre, sans savoir que le monde autour de vous avait complètement changé? Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire vraie de Hiro Onoda, le soldat japonais qui a passé presque 30 ans caché dans la jungle, menant une guerre qui était déjà terminée. Préparez-vous à plonger dans un voyage impressionnant de loyauté, de sacrifice et de survie dans des conditions inimaginables. Mais qu'est-ce qui pousse une personne à résister aussi longtemps, même quand tout autour d'elle a déjà abandonné? Onoda a fait face à l'isolement, à la faim et à la menace constante d'ennemis imaginaires, sans jamais remettre en question sa mission. Il a vécu dans l'ombre, suivant ses propres règles et principes, attendant un ordre de reddition qui ne viendrait peut-être jamais. Dans cette vidéo, vous découvrirez ce qui a réellement motivé Onoda à rester en combat, même lorsque la paix était déjà une réalité. Et si vous étiez à sa place? Jusqu'où iriez-vous pour un devoir que vous croyez plus grand que tout? Suivez l'incroyable histoire de ce soldat qui a refusé d'accepter la fin de sa guerre et voyez comment ses croyances ont non seulement façonné sa vie, mais ont également laissé une empreinte profonde dans l'histoire du Japon et du monde. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous à la chaîne. Mais avant, et vous, jusqu'où iriez-vous pour une mission que vous croyez inviolable? Laissez votre réponse dans les commentaires. Hiro Onoda est né le 19 mars 1922, à Kenan, une ville située dans la préfecture de Wakayama, au Japon. Depuis son enfance, Onoda a été influencé par la culture japonaise de l'époque, qui valorisait fortement le sens du devoir, l'honneur et l'obéissance. Grandissant dans un environnement marqué par la pression sociale et l'idéal de servir l'empereur, il a développé une discipline rigide et une résilience hors du commun, des caractéristiques qui allaient le préparer pour sa future carrière militaire. À 18 ans, il rejoint la marine marchande du Japon, mais est rapidement transféré dans l'armée impériale, qui avait besoin de davantage de soldats à mesure que la guerre s'intensifiait. Onoda était intelligent, dévoué et possédait une détermination impressionnante, des atouts qui ont attiré l'attention de ses supérieurs et en ont fait un candidat idéal pour les missions spéciales du Japon. En 1942, avec l'avancée des forces alliées dans le Pacifique, l'armée japonaise a intensifié la formation d'agents de guérilla et de renseignement pour mener des missions de sabotage et de résistance dans les zones contrôlées par l'ennemi. Onoda a été sélectionné pour l'unité de formation de Nakano, célèbre pour sa rigueur et sa méthodologie implacable. Il a été formé comme agent de renseignement, apprenant des techniques de guérilla, de camouflage et de survie, avec un accent particulier sur l'espionnage. La formation comprenait une instruction psychologique stricte pour supporter la pression et agir dans des conditions extrêmes, y compris l'interdiction de la reddition ou du suicide, des concepts profondément ancrés chez le soldat. Ce type de préparation était rare et réservé aux soldats capables de supporter un grand isolement et de fonctionner sans communication directe avec le commandement, exigeant une loyauté inconditionnelle. Les instructeurs de Onoda soulignaient qu'en tant que soldat impérial, il devait se battre jusqu'à la fin, quelles que soient les circonstances. La guerre pourrait se prolonger indéfiniment et il devait être prêt à vivre dans des conditions primitives et maintenir sa position même sans renfort. Ces valeurs l'ont préparé à une mentalité de résistance absolue et de maîtrise de soi extrême. Les soldats de Nakano étaient formés pour se fier uniquement aux ordres supérieurs et ne pas céder à d'éventuelles désinformations ennemies, ce qui a fini par être l'une des raisons pour lesquelles Onoda a résisté si longtemps à accepter la fin de la guerre. Sa formation a sans aucun doute été l'un des facteurs les plus influents dans sa décision de continuer à se battre pendant des années, même en isolement total. La doctrine de Nakano comprenait également un conditionnement moral intense. Onoda a été instruit à se voir comme la dernière ligne de défense du Japon et à traiter toute information non confirmée par le commandement comme une propagande ennemie potentielle. Il a intériorisé cette orientation et l'a gardée comme une règle vitale pendant les décennies qu'il a passées caché. Ce faisant, il n'a pas seulement appris à survivre physiquement, mais aussi à ignorer émotionnellement l'impact psychologique du temps et de la solitude, ne faisant confiance qu'à sa mission et aux principes de loyauté et d'honneur militaire. L'idée que la reddition serait une honte totale faisait partie du code d'éthique militaire japonais de l'époque et, pour Onoda, c'était plus qu'une croyance, c'était un serment personnel et inviolable. Lorsqu'il a été transféré sur le front, Onoda savait que la guerre dans le Pacifique s'intensifiait, et il était préparé pour ce qu'il considérait comme une longue mission. Ignorant que cela signifierait des décennies de lutte solitaire, il a fait ses adieux à sa famille, conscient qu'il pourrait ne pas revenir, mais avec la conviction qu'il accomplirait son devoir. Dans son esprit, la reddition ne serait jamais une option, et cette attitude lui donnerait la force de faire face à une vie de solitude, de danger et d'incertitude. Avec cette formation intense et la promesse de loyauté envers l'empereur, Hiro Onoda a été envoyé sur l'île de Luban,
aux Philippines, où la mission qui allait changer sa vie a commencé. Le 26 décembre 1944, Onoda a été envoyé sur l'île de Luban, aux Philippines, une position stratégique pour les forces japonaises, qui devait retarder l'avancée des Alliés. La mission d'Onoda était de rendre les opérations ennemies aussi difficiles que possible, en réalisant des sabotages et en résistant jusqu'à ce que les troupes de renfort arrivent. L'île de Luban était petite et entourée d'une végétation dense, ce qui offrait un refuge idéal pour un soldat de guérilla comme lui. À son arrivée, Onoda a rejoint un groupe de soldats et a pris des mesures immédiates pour établir des défenses et des cachettes. Sous sa direction, l'équipe a préparé des pièges et s'est positionnée stratégiquement pour tendre des embuscades aux patrouilles ennemies, croyant que les renforts japonais arriveraient bientôt. Cependant, la guerre prenait une autre tournure, et le Japon était déjà en retrait sur plusieurs fronts. La situation sur Luban s'est détériorée rapidement, mais Onoda et ses compagnons gardaient l'espoir que les forces japonaises reprendraient l'île. Ils ont continué à mener de petites actions contre les troupes locales et ont résisté à l'isolement, s'appuyant sur la force et la détermination acquises lors de l'entraînement. Onoda a dirigé le groupe avec discipline, insistant pour qu'ils maintiennent leur position et survivent uniquement de ce qu'ils pouvaient obtenir dans la forêt, chassant des animaux et pillant de petites plantations locales. La routine était épuisante et dangereuse, mais il ne permettait pas à ces hommes de se relâcher, croyant que tout signe de faiblesse pourrait signifier la défaite. Lorsque la guerre a officiellement pris fin en 1945, Onoda et ses soldats n'ont pas été informés. Sans communication directe avec Tokyo, ils ont poursuivi leurs activités de guérilla, attaquant des fermiers et de petits villages sur l'île, croyant que tous étaient de possibles collaborateurs de l'ennemi. Onoda recevait des rapports selon lesquels la guerre était terminée, mais il considérait ces rumeurs comme de la propagande ennemie et rejetait toute information qui ne venait pas de sources militaires fiables. Il suivait rigoureusement les ordres qu'il avait reçus en 1944 et insistait pour que le groupe maintienne une posture défensive constante. Pour Onoda, chaque affrontement était une preuve que la guerre était toujours en cours et que le Japon se battait encore pour la victoire. Au fur et à mesure que le temps passait, la vie dans la jungle devenait de plus en plus difficile. Le groupe d'Onoda a dû lutter pour survivre, faisant face à des maladies, des blessures et à la pénurie de nourriture. Les soldats étaient soumis à des attaques constantes d'insectes et au climat implacable des Philippines. Onoda a enseigné à ses compagnons à se déplacer dans la forêt sans laisser de traces et à se cacher dans des grottes et des arbres creux, utilisant toutes ses compétences pour maintenir la position sans être détecté. Pour lui, chaque jour sans être trouvé était une victoire. Pourtant, l'épuisement physique et mental augmentait, et les membres du groupe ont commencé à se demander si la guerre continuait vraiment. Même face aux difficultés, Onoda restait inébranlable. Il croyait que son devoir était de continuer la mission jusqu'au dernier homme et qu'éventuellement, les troupes japonaises reviendraient pour les libérer. Cet engagement extrême envers la mission l'a amené à ignorer les preuves que la guerre était terminée. Il interprétait toute tentative de communication comme des ruses ennemies pour affaiblir son moral. Les conditions à Luban se sont aggravées avec les années, mais Onoda gardait ses hommes concentrés, résistant aux défis et à la solitude de la jungle philippine. Le conflit mondial s'est terminé en août 1945, après la capitulation du Japon, mais pour Onoda et ses hommes, l'annonce officielle n'a pas été transmise. Dans une tentative d'informer les soldats perdus dans les îles du Pacifique, les militaires alliés et les familles ont commencé à larguer des tracts depuis des avions, déclarant la reddition du Japon et la fin de la guerre. À Luban, des tracts ont été largués dans la zone où Onoda et son équipe étaient cachés, informant que le Japon s'était rendu et demandant aux soldats de sortir de leur cachette. Cependant, en trouvant ces tracts, Onoda les interpréta comme un piège de l'ennemi pour les démoraliser et les amener à se rendre. Sa conviction que c'était une tactique de propagande était renforcée par la formation rigoureuse qu'il avait reçue. Dans les mois suivants, d'autres tentatives furent faites pour informer Onoda de la fin de la guerre. Les États-Unis et les Philippines envoyèrent davantage de tracts, certains avec des messages personnels de la part de la famille et des supérieurs d'Onoda, mais il refusait de croire. La présence des tracts et l'absence de signes de renfort militaire japonais augmentaient seulement sa méfiance. La discipline imposée par la formation militaire et sa loyauté envers l'empereur l'empêchaient de remettre en question la validité des ordres qu'il avait reçus. Il croyait fermement que si la guerre était réellement terminée, l'armée impériale aurait envoyé un officier supérieur pour lui ordonner directement. Pour lui, toute autre tentative de contact était suspecte. Dans les années 1950, avec la persistance des rapports d'activité de guérilla à Luban, le Japon envoya des missions de recherche pour tenter de retrouver des survivants. Cependant,
Lorsqu'il apercevait des troupes qu'il croyait ennemies, Onoda ordonnait à ses hommes de se cacher, renforçant sa conviction que la guerre était toujours en cours. Il continuait de considérer toute présence de soldats comme une confirmation que les batailles se poursuivaient, ce qui le poussait à maintenir sa résistance. Même avec le changement de décennie et la fin apparente du conflit autour, Onoda restait déterminé à ne pas céder, attendant les ordres de Tokyo. Durant cette période, l'équipe d'Onoda commença à se réduire, certains membres étant tués lors de confrontations ou abandonnant la mission au fil des ans. Onoda, cependant, restait ferme dans sa détermination. Au fil des années qui suivirent, Onoda et ses compagnons firent face à un isolement complet, vivant de chasse, de collecte et de vol de nourriture auprès des fermiers locaux pour survivre. Les rares provisions militaires qu'ils avaient s'épuisèrent, les obligeant à improviser avec ce qu'ils trouvaient dans la forêt. Onoda enseigna des tactiques de survie à ses compagnons, qui commencèrent à vivre comme des chasseurs et des cueilleurs, se cachant dans des grottes et utilisant la végétation dense de l'île pour éviter d'être repérés. Ils fabriquaient des pièges pour se protéger et soignaient leurs blessures du mieux qu'ils pouvaient. Les conditions étaient extrêmement difficiles, et l'environnement sauvage, ajouté à la sensation constante de danger imminent, rendait la vie dans la jungle une bataille quotidienne pour la survie. Les conflits avec la population locale devinrent courants, car les soldats d'Onoda, croyant que tous étaient des ennemis, attaquaient fréquemment les habitants et effectuaient des incursions pour voler de la nourriture et des fournitures. Ces attaques isolées étaient perçues par les Philippins comme des actions criminelles de la part d'étrangers, incitant les autorités locales à mener des recherches. Cependant, chaque attaque des forces locales ou tentative de contact ne faisait qu'augmenter la méfiance d'Onoda, qui interprétait tout cela comme une stratégie pour les capturer. Cette situation éprouvante augmentait le danger et l'isolement, et le groupe devenait de plus en plus vulnérable. Avec le passage des années, les compagnons d'Onoda commencèrent à succomber à l'épuisement physique et émotionnel. Certains furent tués lors de confrontations avec la police locale, tandis que d'autres tombèrent gravement malades à cause du manque de soins médicaux et des conditions précaires dans la jungle. Onoda resta ferme et déterminé à accomplir sa mission, mais il vit ses compagnons tomber un à un. En 1954, Shuashi Shimada, l'un des derniers hommes à l'accompagner, fut tué dans un affrontement avec les autorités philippines. Seul Onoda et son camarade Kinshichi Kozuka restèrent, vivant encore plus isolés et déterminés à lutter jusqu'à la fin, comme ils croyaient que c'était leur devoir. La mort de Kozuka, en 1972, laissa Onoda complètement seul. Kozuka avait été le dernier compagnon d'Onoda, et ensemble, ils avaient résisté près de 3 décennies dans la jungle philippine. Lorsque Kozuka fut tué lors d'une confrontation, Onoda ressentit pour la première fois la pression de l'isolement total, mais sa loyauté envers l'empereur et son engagement envers la mission le maintinrent à Luban. Il évitait tout contact et continuait ses activités de guérilla, convaincu que la guerre n'était toujours pas terminée. Avec la mort de tous ses compagnons, Onoda devint le dernier survivant d'une mission déjà bien terminée, mais qu'il croyait toujours en cours. Onoda passa encore 2 années complètement seul dans la jungle, poursuivant la mission avec une détermination inébranlable. Il menait des incursions solitaires et maintenait la discipline militaire qui lui avait été enseignée durant sa formation. Pour lui, chaque jour sans reddition était un jour de service pour le Japon, une preuve de sa loyauté. La vie solitaire dans la jungle, qui était déjà difficile, devint encore plus ardue sans le soutien des autres soldats. Pourtant, il refusait de se rendre, déterminé à accomplir l'ordre jusqu'à la fin, tout en attendant un jour l'ordre officiel de retraite, qu'il croyait finirait par arriver. En 1974, un jeune japonais nommé Norio Suzuki se rendit à Luban à la recherche d'aventures, mais également dans le but de retrouver le mystérieux soldat qui, selon les rumeurs, se cachait encore sur l'île. Suzuki était un explorateur et un aventurier, fasciné par les histoires de personnes disparues. Il était motivé par le désir de localiser Onoda, sachant que beaucoup avaient échoué dans cette quête. Suzuki croyait qu'en abordant Onoda avec calme et respect, il pourrait le convaincre que la guerre était réellement terminée. Après plusieurs jours de recherche dans la dense forêt de Luban, Suzuki réussit à localiser Onoda, qui montra initialement de la méfiance, mais accepta de lui parler. La rencontre entre les 2 hommes fut marquée par un mélange de méfiance et de curiosité. Suzuki fit preuve de patience et d'un respect sincère envers Onoda, l'abordant avec des informations susceptibles de le convaincre de la réalité. Cependant, Onoda restait réticent, refusant d'accepter les paroles d'un civil. Pour lui, seul un ordre direct d'un supérieur militaire pourrait le convaincre de mettre fin à la mission. Suzuki comprit cette hésitation et promit de ramener quelqu'un du Japon pour donner l'ordre officiel à Onoda,
respectant sa mentalité militaire et les principes d'honneur qui le maintenaient dans la jungle. Suzuki retourna au Japon avec la mission de retrouver l'ex-commandant d'Onoda, le major Yoshimi Taniguchi. Lorsqu'il arriva, il expliqua la situation et réussit à convaincre Taniguchi de se rendre à Luban pour donner l'ordre officiel de reddition à Onoda. En mars 1974, le major se rendit sur l'île, où il retrouva enfin Onoda après près de 30 ans. Cette rencontre historique marqua le moment où Onoda, toujours en uniforme et armé, entendit enfin l'ordre de reddition de son supérieur et accepta que la guerre était terminée. L'engagement de Suzuki à tenir sa promesse de convaincre Onoda fut essentiel pour l'issue de l'histoire. Pendant la conversation avec Taniguchi, Onoda écouta attentivement les paroles de son ex-commandant, qui confirmèrent officiellement la fin de la guerre et la dissolution de sa mission. Le soldat japonais était visiblement ému, mais resta ferme jusqu'à la fin. Après avoir reçu l'ordre, Onoda accepta de remettre ses armes et de quitter la jungle, mettant fin à des décennies de résistance. Ce fut un moment mêlé de soulagement et de tristesse pour lui, car après tant d'années de dévouement, il découvrit que son sacrifice avait été vain. La loyauté et l'engagement d'Onoda étaient si profonds qu'il se prépara à retourner au Japon avec la dignité qu'il croyait avoir préservée pendant toutes ces années à Luban. Le retour d'Onoda au Japon fut un événement qui mobilisa l'attention nationale et internationale. Il fut accueilli comme un héros par beaucoup, tandis que d'autres voyaient dans son histoire un exemple tragique des extrêmes du devoir militaire. Onoda fut décoré et devint une figure d'inspiration pour de nombreux Japonais, étant loué pour sa détermination et sa loyauté. Cependant, il fit également face à un grand choc culturel en découvrant un Japon qui s'était profondément transformé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, l'acceptation de la nouvelle réalité fut un processus d'adaptation difficile, qui prit du temps et nécessita de la patience. À son retour au Japon, Onoda fut accueilli avec grande célébration. Beaucoup le saluèrent comme un exemple de patriotisme et de dévouement au devoir, tandis que d'autres remettaient en question la nécessité de sa longue résistance. Le Japon qu'il retrouva était bien différent de celui qu'il avait quitté des décennies plus tôt. Le pays s'était modernisé et, bien que les souvenirs de la guerre fussent encore récents, la société japonaise embrassait désormais la paix et la reconstruction. Onoda fut impressionné par la transformation de l'économie, de la culture et des valeurs de la nation. Il se retrouva face à un Japon où la vie quotidienne était marquée par la modernité et le désir d'oublier le passé militariste. L'adaptation au nouveau Japon fut difficile pour Onoda, qui passa une grande partie de sa vie à suivre des ordres stricts et à se consacrer exclusivement à l'accomplissement de sa mission. Il se retrouva face à une société qui avait abandonné beaucoup des idéaux de discipline et de loyauté militaire qu'il chérissait. Pour quelqu'un qui avait consacré près de 30 ans à la défense de sa patrie, ce changement était choquant. Onoda commença à se demander si son sacrifice avait réellement valu la peine. Bien qu'il fût admiré et respecté, il se sentait déplacé, comme s'il n'appartenait pas à ce nouveau Japon qui valorisait le progrès et la paix. Les médias japonais suivirent chaque détail de son retour, et Onoda fut invité à donner des interviews et à écrire sur son expérience. Il partagea son histoire et les sacrifices accomplis, mais n'eut jamais honte de son inconfort avec le nouveau mode de vie japonais. Avec le temps, il se rendit compte que le Japon avait changé de manière irréversible, et que ses expériences de guerre et de survie étaient incompréhensibles pour beaucoup de jeunes. Pour lui, l'honneur et le devoir étaient des concepts absolus, mais dans le nouveau Japon, ils avaient perdu leurs valeurs traditionnelles. Onoda se sentit déconnecté et comprit que son retour ne serait pas aussi simple. En 1975, seulement un an après son retour au Japon, Onoda décida de partir pour le Brésil, où son frère résidait déjà. Il s'installa dans une communauté d'immigrants japonais et commença une nouvelle vie en tant qu'agriculteur. Onoda trouva dans la vie rurale une paix qui lui manquait dans le Japon moderne et urbanisé. Il travailla dans sa ferme et savourait la tranquillité de la campagne, se consacrant à cultiver la terre. La vie au Brésil offrait la simplicité qu'il chérissait, et il y trouva un nouveau but et un moyen de se reconnecter aux valeurs qu'il considérait comme importantes. Onoda vécut au Brésil pendant plus de 20 ans, revenant occasionnellement au Japon pour des événements commémoratifs. Lors d'une de ses visites, il fonda une organisation éducative, dans le but de transmettre les valeurs de discipline et de persévérance aux générations plus jeunes. Onoda décéda en 2014, à l'âge de 91 ans, laissant un héritage de loyauté et de détermination qui inspira beaucoup de gens. Son histoire est rappelée comme un symbole des extrêmes de l'engagement militaire, mais aussi comme une réflexion sur les coûts du devoir et les conséquences de l'isolement extrême au nom de la loyauté. Il existe de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé.
Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour être informé de tout. Merci de regarder. On se voit là-bas.